Bienvenue dans Focus Sahel, en direct de Washington sur VOA Afrique, avec Mohamedou Oumfa. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Focus Sahel, l'émission qui vous offre une perspective unique sur la région. Chaque semaine, nous explorons les nombreuses facettes de la vie au Sahel. Au sommaire de cette édition, gros plan sur la régulation des médias au Tchad. Les organisations professionnelles des médias se disent inquiètes de certaines mesures annoncées par les autorités à environ 2 mois des élections législatives et municipales prévues le 29 décembre. La haute autorité des médias et de l'audiovisuel a notamment annoncé la suspension de tout journal privé, imprimé ou en ligne, qui diffuserait des productions sonores ou audiovisuelles au lieu de se limiter à ces articles écrits. À suivre le reportage de notre correspondant en N'Djamena, André Code Madingar, et l'analyse de Sadibou Maron, responsable du bureau Afrique subsaharienne de Reporters sans frontières. Nous irons ensuite au Niger, où le régime militaire au pouvoir à Niamey a débaptisé le 15 octobre plusieurs lieux historiques portant jusqu'ici des noms en lien avec la France, ancienne puissance coloniale. Le fait marquant de la semaine, ce sont les inondations au Sénégal qui ont affecté plus de 55 000 personnes dans l'est et le nord du pays. Le chef de l'État sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, a visité samedi des zones sinistrées et annoncé le soutien de son gouvernement. Nous vous parlerons enfin des femmes au Burkina Faso et du Sahel qui ont décidé de s'engager dans la quête de la paix à travers des associations et des initiatives locales. Merci de vous joindre à nous pour ce voyage d'information et de découvertes dans le Sahel. On commence donc par le Tchad, où la haute autorité des médias et de l'audiovisuel, la HAMA, veut assainir le milieu de la presse. Cette autorité de régulation a suspendu pour 3 mois un journal hebdomadaire pour manquement professionnel et suspendu 2 journalistes exerçant dans ce média pour défaut de qualité de journaliste. Elle rappelle également à l'ordre les promoteurs des médias électroniques qui doivent se conformer selon elle à la loi. Une situation qui fait polémique à N'Djamena, comme on va le voir dans ce reportage que signe notre correspondant à N'Djamena, André Code Madingar. Ces promoteurs et responsables des médias électroniques, selon l'autorité de régulation, ne respectent pas leur cahier de charge. Ils diffusent des vidéos sur leur page alors qu'ils ne sont pas autorisés à le faire. Abdraman Barka Doningar est le président de la HAMA. J'annonce aux responsables des journaux qui basculent dans l'audiovisuel sans en être autorisés ou à tout citoyen qui souhaiterait en disposer que des cahiers de charges pour la création et l'exercice d'une web télé et d'une web radio sont mis à leur disposition par la HAMA, tout en rappelant qu'une personne physique ou morale privée tchadienne peut détenir jusqu'à 3 médias cumulativement. Les responsables des médias audiovisuels privés dont les autorisations ont expiré sont également appelés à s'approcher de la HAMA pour les renouveler afin de ne pas subir les conséquences éventuelles du non-respect des dispositions législatives et réglementaires. Pour Abdraman Barka Doningar, ce rappel à l'ordre vise à mieux responsabiliser les acteurs des médias au Tchad. Toutes ces mesures participent de l'assainissement continu du paysage médiatique tchadien dans l'optique que le journalisme demeure à la fois une profession et un métier de meilleur exercice et de fierté au Tchad comme dans le monde actuel où chacun peut s'autoproclamer journaliste. Peu avant cette déclaration, le président de la HAMA, cette autorité de régulation, a suspendu l'hebdomadaire Le Visionnaire, un journal imprimé pour manquement professionnel pour une période de 3 mois et 2 journalistes exerçant dans ce même média pour défaut de qualité. Assainir le milieu, c'est pas se lever un beau matin, prendre des décisions et suspendre certains médias et puis voilà, interdire certaines publications. Je crois qu'il y a quelque chose qui se cache derrière ça, c'est un ballon d'essai qui cherche à museler les médias privés. La sanction, elle a d'abord une vertu éducative. Mais lorsqu'on sanctionne à l'extrême, ça devient plutôt une mesure de représailles. Quand on prend par exemple un journal qu'on le suspend pour 3 mois, alors que le journal sort
déjà d'une mise en demeure. Et on suspend des journalistes. On dit qu'il faut une carte professionnelle. Même cette carte, pour l'avoir, il faut beaucoup de dossiers. Ça dépasse même un dossier pour une intégration à la fonction publique. Et donc, aujourd'hui, la Hama est en train de ne pas aider la presse à grandir. Décision que certains journalistes trouvent antidémocratique. Cette tentative d'intimidation du président de la Hama vise à gagner des dividendes politiques qui n'a aucune base juridique. Jim Huichi est le vice-président de l'association des médias en ligne au Tchad. Nous allons continuer à travailler. La loi nous autorise à publier les contenus audiovisuels. Nous condamnons aussi cette suspension du journal hebdomadaire Le Visionnaire. Suspendre un journal papier pendant 3 mois, c'est décréter sa mort. Réunis en urgence ce jeudi, les organisations professionnelles des médias se réservent le droit d'explorer toutes les voies légales pour défendre la liberté de la presse si la Hama ne revient pas sur sa décision. André Kodomadjingar N'Djamena pour VOA Afrique. Merci beaucoup André Kodomadjingar. Et pour analyser cette actualité, retrouvons à Dakar Sadibou Marron, responsable du bureau Afrique subsaharienne de Reporters sans frontières. Bonsoir Sadibou Marron. Bonsoir. Alors, Reporters sans frontières a suivi cette actualité et a déclaré que les déclarations du président de la haute autorité des médias et de l'audiovisuel du Tchad sont anachroniques et leur mise en œuvre est un risque pour l'information plurielle. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? Bon, écoutez, nous avons estimé que c'est anachronique, disons en tout cas comme décision, le fait d'interdire un peu à des médias imprimés de basculer un peu vers le numérique, alors que d'une manière générale, dans un contexte où pour l'essentiel, le numérique, disons l'imprimé n'a pas, disons, un outreach assez intéressant. Donc le problème qui pourrait être réglé par le basculement vers le numérique, qui a, disons, une porte large et la possibilité d'être consulté un peu partout et en tout temps par des lecteurs, ou en tout cas si c'est la télé, les web télé, des téléspectateurs de plus en plus nombreux et partout dans le monde. Donc ça, c'est quand même un acquis sur lequel il va être extrêmement difficile un peu de compromettre parce que jusque-là, cela a arrangé beaucoup de médias. Pour nous, donc, c'est anachronique parce que le monde entier, les autres parties du continent africain aussi sont en train de basculer vers le digital, vers le numérique, et il peut être effectivement anachronique pour la AMA, qui est l'autorité de régulation, un peu d'interdire aux médias un peu de basculer vers cela. C'est la raison pour laquelle nous avons estimé que cela également va empêcher le pluralisme médiatique, et ça va aussi empêcher à des millions et des millions de lecteurs, d'auditeurs ou de téléspectateurs, par exemple, de pouvoir accéder à des informations, peut-être qui ne sont peut-être pas forcément établies au Tchad, mais qui pourraient être un peu dans la diaspora tchadienne ou dans d'autres pays amis, mais qui ont le droit d'accéder à ces informations. Mais maintenant, si ces personnes n'ont pas cette possibilité-là d'y accéder à travers le numérique, cela va les priver un peu d'accéder à des informations, ce qui est une violation de leurs droits. Donc nous sommes restés un peu sur ces deux aspects en termes de dénonciation de ce que nous estimons comme une violation de la liberté de la presse. Oui, alors Sadibou Marron, les mesures et les mises en garde de la AMA sont annoncées à environ 2 mois des élections locales. Reporters sans frontières, dans son dernier rapport, parlait des dangers et des risques pour les journalistes en période électorale. Est-ce qu'il faut faire au Tchad un lien entre ces mesures et les élections qui sont annoncées en décembre? Il sera difficile de ne pas faire le lien, d'autant plus qu'il faut voir que c'est un pays aussi qui vient de quitter une élection présidentielle également, qui avait un très fort enjeu pour le peuple et pour les candidats qui étaient également impliqués, mais qui avait également des répercussions sur la liberté, l'exercice du journalisme. Bon, donc pendant la campagne électorale pour la présidentielle, on a vu un certain nombre de violations de la liberté de la presse. On a vu des meetings qui avaient été interdits, des journalistes qui avaient été interdits d'accès à la couverture. Et pour nous, c'est aussi cette tendance qui est en train un peu de continuer. Il faut corser parce que les élections législatives, c'est environ avant la fin du mois de décembre. Et c'est également des enjeux extrêmement importants. Et nous avons vu, par exemple, comment un journal comme Le Visionnaire a été suspendu pendant 3 mois. Et c'est une suspension que nous avons tenu à dénoncer. Pour nous, c'est véritablement
une décision assez liberticide compte tenu de la sanction, en fait, en termes de sanctions, compte tenu de ce que la Hama reprocherait au journal Le Visionnaire. Et on a vu pire, on a vu aussi que des médias, en fait des journalistes de ces médias-là ont été interdits, exclus de la profession. Et ça, c'est également des tendances extrêmement lourdes qu'on a vues dans d'autres pays, mais qu'on est en train aussi de voir au Tchad aussi, comment c'est de plus en plus en train de se corser en matière de liberté de la presse, en matière de pluralisme des médias, en matière également d'une sorte de ce que nous voyons émerger avec disons, les institutions de régulation qui, pour nous, sont des institutions plus ou moins inféodées aux autorités, aux dirigeants. Et c'est là où il y a fondamentalement un problème, le fait que des institutions de régulation, par exemple, les journalistes qui sont des tiers de confiance n'ont pas accès, par exemple, à la possibilité de choisir eux-mêmes qui seraient les membres des institutions qui vont réguler l'exercice de leur métier. Mais il n'appartient pas aux autorités publiques de nommer des gens. À chaque fois que les institutions de régulation sont nommées, ou les membres ou les présidents sont nommés par des institutions politiques et publiques, mais on va voir un peu en termes de décision comment ça va se passer et comment ça va se passer au détriment de la liberté de la presse, au détriment du droit à l'information. Et c'est des tendances extrêmement lourdes qu'on voit notamment en Afrique francophone, où il y a de plus en plus des institutions de régulation qui sont assez inféodées au pouvoir en place. Et c'est cette tendance-là qu'on voit au Tchad. Il y a quoi? Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il faut saluer aussi la mobilisation locale, la résilience des organisations locales tchadiennes aussi. Le reportage tout à l'heure a montré effectivement que tout le monde y est, hein. Tout le monde a dénoncé ces mesures et les gens se mobilisent de plus en plus. Et pour nous, la contestation, pour faire face, il faudrait que ça commence de l'intérieur, voilà, pour que les organisations internationales puissent venir les appuyer aussi. Oui, on va reparler. Mais d'abord, Sadibou Maron, jetons un regard panoramique sur la liberté de la presse au Tchad. Dans son classement 2024, Reporters sans frontières place le Tchad à la 96e position sur 180, alors qu'il était à la 109e position en 2023. Comment est-ce qu'il faut comprendre ce classement? Est-ce qu'on peut dire que le Tchad est mieux loti que de nombreux pays dans le monde? En réalité, nous, le classement, nous l'avons, généralement, c'est fait en termes de monitoring des événements qui sont passés dans le pays et qui, effectivement, sont analysés par des journalistes, des avocats, des défenseurs de la liberté de la presse, en tout cas, qui sont à l'intérieur du pays et qui, certains sont à l'extérieur. Donc ça, c'est disons, le côté chiffré avec les exactions, mais il y a également le côté questionnaire où les gens répondent à des questions, sur le nombre d'exactions. Donc, ce qu'il s'est passé, on a vu que le Tchad, effectivement, est passé de la 109e à la 86e place et on a l'impression de voir, par exemple, que c'est peut-être une sorte de progression. Mais en réalité, c'est ce qu'on appelle un peu les classements en trompe-l'œil, parce qu'en 2023, 2024, cela s'est passé dans beaucoup de pays, par exemple. On a vu des pays comme la Guinée qui semblaient avoir progressé alors qu'il y avait des problèmes réels. On a vu les pays comme le Tchad aussi qui semblaient avoir progressé alors qu'il y a eu des problèmes réels. Donc, c'est ce qu'on appelle un peu des classements en trompe-l'œil et il faut s'interroger au niveau du score. Par exemple, en 2023, le score était de 53%, et alors que le score est de 100. Et là en 2024, on est à presque 54%. Ça veut dire qu'il n'y a pas en réalité de dévolution, mais c'est simplement parce qu'il y a d'autres pays qui ont progressé et ça impacte en termes de classement sur d'autres pays qui étaient au milieu du tableau du classement comme le Tchad. Mais cela n'occulte pas un peu les difficultés qui existent dans ce pays-là et c'est la raison pour laquelle nous avons effectivement alerté les autorités politiques sur l'importance de protéger l'exercice libre du journalisme, la sécurité des journalistes, mais la liberté de la presse également et l'ensemble des acteurs également, qui sont les acteurs de la presse, et en mettant en place des circuits extrêmement importants dans lesquels les populations pourraient accéder à des informations importantes et utiles, bénéfiques et dignes d'intérêt pour elles-mêmes.
Voilà. Merci beaucoup, Sadibou Marron, d'être toujours disponible pour la Voix de l'Amérique. Je rappelle que vous êtes le responsable du bureau Afrique subsaharienne de Reporters sans frontières. Et pour terminer sur ce sujet, un avis d'internaute recueilli sur la page Facebook de VOA Afrique, c'est l'avis de Alphonse Mouaki qui dit « La presse est le quatrième pouvoir démocratique et tout développement, le véritable, ne peut venir que lorsque les gens s'expriment et critiquent les gouvernants d'une manière constructive et non insultante. Toute privation de liberté sous toutes les formes provoque la révolte. Même dans un foyer, priver la femme de la parole va susciter une frustration et par conséquent une désobéissance de l'épouse et des enfants. » Un grand merci à tous ceux qui ont réagi sur le sujet. La suite, c'est dans quelques instants. Le Sahel, une région à la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique. Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme et déplacement de populations à influence étrangère, VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays. Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews. Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h temps universel sur VOA Afrique, voaafrique.com et toutes nos plateformes digitales. Après le Tchad, allons au Niger. Le Niger, où le régime militaire au pouvoir a débaptisé le 15 octobre plusieurs lieux historiques portant jusqu'ici des noms en lien avec la France, ancienne puissance coloniale à laquelle ils ont tourné le dos. Dans la capitale Niamey, des rues et les monuments changent de nom. L'avenue Charles de Gaulle devient l'avenue Djibo Bakary et un monument est totalement refait avec une plaque à l'effigie de Thomas Sankara. Les précisions avec Dili Diko. Sur fond de musique militaire, plusieurs cadres du pouvoir nigérien ont inauguré les places qui portent désormais des noms africains. Le colonel-major Abdraman Amadou, ministre de la Jeunesse et porte-parole du pouvoir, s'est exprimé lors de la cérémonie. La plupart des avenues, boulevards, lieux de mémoire, rues, sites et places de nos villes en général et de la capitale en particulier portaient des noms qui ne représentaient pas des repères dans l'imaginaire du collectif de nos concitoyens. Aujourd'hui, cette avenue qui portait jadis le nom du général Charles de Gaulle est désormais baptisée avenue Djibo Bakary. Figure politique nigérienne, Djibo Bakary a été un défenseur de l'indépendance obtenue en 1960. Un peu plus loin, le monument dédié aux morts des deux guerres mondiales devient Boubandé Batama, à nos morts en langue djerma, et rend désormais hommage à toutes les victimes civiles et militaires de la colonisation à nos jours. Le colonisateur, en souvenir de son passage, a marqué certains de nos centres urbains, certaines de nos places fortes, de nos sites touristiques, de nom de ceux-là même qui nous ont causé du tort. Désormais, nous allons promouvoir nos intérêts nationaux, revalorisant notre histoire et faire honneur à nos ancêtres. À Niamey, un monument a même été entièrement refait. Le portrait du commandant et explorateur français Parfait Louis Monteil, gravé depuis des décennies dans la pierre, est remplacé par une plaque à l'effigie de Thomas Sankara. Bien que c'est l'anniversaire du lâche assassinat du capitaine Thomas Sankara, aujourd'hui nous avons quand même un sentiment de fierté de voir qu'à l'occasion de son lâche assassinat, qu'une place qui portait le nom d'un colon a été rebaptisée à son honneur. Au cours de la cérémonie, l'ancien président du Burkina Faso, tué dans un coup d'État en 1987, a été salué comme une figure du panafricanisme, de la lutte de libération et d'émancipation des peuples. C'est un
sentiment de joie, de fierté pour nous d'assister au jaillissement de la vérité au Niger et en particulier à Niamey, en ces lieux qui désormais portent le nom d'un fils digne de l'Afrique, d'un fils digne du Sahel, Feu Thomas Noël Isidore Sankara, qui a défendu la cause de l'Afrique et des Africains. Enfin, la place de la francophonie a été renommée place de l'Alliance des États du Sahel, AES, la confédération créée en 2023 avec le Mali et le Burkina Faso. Vous écoutez et vous regardez Focus Sahel sur VOA Afrique. À présent, le fait marquant de la semaine, le chef de l'État sénégalais Bassirou Diomaye Faye a visité samedi des zones de l'Est et du Nord de son pays touchées par des inondations suite à une crue du fleuve Sénégal. Pour en parler, retrouvons à Tambacounda Maké Danyoko. Il est journaliste et fondateur du groupe Alkouma qui est partenaire de VOA Afrique. Bonsoir Maké Danyoko. Bonsoir Mohamed. Alors, votre groupe a couvert la visite du président Bassirou Diomaye Faye, qui est allé toucher du doigt les réalités de ces parties du Sénégal touchées ces dernières semaines par des inondations. Qu'est-ce qu'il a constaté? Quelles sont les répercussions de ces inondations et comment est-ce que les populations y font face? Maké Danyoko. Merci Mohamed. Vous allez m'accorder quelques secondes pour saluer celui qui a été mon premier encadreur au quotidien national au Soleil lors de mon stage. Je veux nommer Sadibou Maror. Donc vraiment, il a été mon premier encadreur au Soleil. Alors, pour répondre à votre question, le chef de l'État s'est déplacé le samedi pour aller constater de visu la situation des inondations dans le département de Bakel. Ce que le chef de l'État a constaté, ce sont des villages entiers qui sont envahis toujours par les eaux. Il y a des établissements scolaires qui sont infréquentables, des lieux de culte, des périmètres agricoles qui sont engloutis par les eaux. Mais surtout aussi, il y a eu le déplacement de personnes qui ont été relogées provisoirement dans des stands réalisés ou érigés par l'armée nationale. Donc le chef de l'État est allé apporter son réconfort et il a trouvé les mots justes pour remonter le moral à ces personnes, je dirais même à ces populations en détresse. Parce que la conséquence directe, c'est quoi? C'est vraiment la détresse, la douleur de quitter son habitation pour aller vivre dans des stands, mais aussi des pertes économiques. Parce que vous savez, Bakel est une zone à vocation agro-silvopastorale, donc l'agriculture est l'activité économique principale, et des dizaines d'hectares de maïs, de riz, d'arachides, etc., de plusieurs filières ont été envahis par les eaux. Même j'ai vu à travers des images des troupeaux de bœufs qu'on a vu dans des eaux de pluie et qui dans les eaux du fleuve, malheureusement. Et donc, pour vous dire que la situation est vraiment alarmante, et c'est la raison pour laquelle l'État n'a pas croisé les bras. À côté du discours rassurant du chef de l'État et réconfortant, je dirais, il y a aussi les autorités locales, notamment le gouverneur de Tambacounda, qui, au nom du ministre de l'Intérieur, a distribué beaucoup de vivres, des médicaments, de l'eau potable, mais aussi, il y a aussi d'autres structures comme Sonatel, Orange, qui sont allées distribuer aussi beaucoup de médicaments, de l'eau, mais aussi même des kits solaires, parce qu'il y a des gens qui ont quitté leur localité, se sont retrouvés dans des stands ou dans des lieux où il n'y a pas d'électricité. Donc vraiment, Bassirou Diomaye Faye a trouvé des populations, je dirais, en détresse, mais il les a rassurés. Il a dit que l'État continuera à être à leur côté, à les accompagner jusqu'à ce que les eaux du fleuve puissent
rejoindre leur lit naturel. Oui, alors, Maké Danyoko, justement, j'allais vous demander ce que les autorités font ou ont prévu de faire dans l'immédiat pour soulager les populations. Vous avez commencé à répondre, mais au-delà, est-ce qu'il y a une stratégie et des plans à long terme pour faire en sorte que les inondations ne fassent plus autant de dégâts? Voilà, et en réalité, la stratégie à long terme, il faut d'abord de la volonté politique et beaucoup de courage, c'est de faire déplacer les populations. Parce que selon les prévisions météorologiques, les prochaines années seront des années très pluvieuses et le fleuve Sénégal, malheureusement, il y a des villages qui ont été construits aux abords du fleuve. Il y a des gens qui viennent cultiver aux abords du fleuve. Il y a des gens qui viennent mener des activités culturelles et d'élevage aux abords du fleuve. Il faudra vraiment sensibiliser et à la limite même les obliger à quitter les abords du fleuve pour construire de nouveaux villages afin d'éviter ces inondations. Ces inondations, la situation est très difficile. Voilà. Merci beaucoup, Maké Danyoko, d'être toujours disponible avec nous. Vous êtes journaliste et fondateur du groupe Alkouma, qui est partenaire de VOA Afrique. Vous étiez en direct de Tambacounda. Alors, on passe immédiatement à la note positive de cette édition pour parler des femmes qui se mobilisent avec la crise sécuritaire qui touche le Sahel. Des femmes burkinabè et du Sahel ont décidé de s'engager pleinement dans la quête de la paix à travers des associations locales et des initiatives. Certaines sont devenues des véritables actrices du changement, luttant pour le retour de la paix, de la cohésion et de la stabilité dans la région. Découvrez comment ces femmes mènent leur combat pour promouvoir la paix dans ce reportage de Gildas Da. Sur les réseaux sociaux au Burkina Faso, de nombreuses publications de femmes et filles vantant les vertus de la paix. C'est l'œuvre d'une association de femmes dénommée Femmes, Paix et Sécurité faisant de la promotion de la paix son objectif principal. La structure a mobilisé plus de 250 femmes pour produire des messages dans le sens de la paix sur les réseaux sociaux. Au Burkina, de nombreuses associations de femmes font la promotion de la paix et de la prévention des conflits, leur objectif clé. Annick Badolo est la présidente de Femmes d'Impact. Dans chaque famille, il y a des femmes. Il y a des jeunes filles, il y a des femmes. Donc si les femmes prennent leur rôle à cœur et comprennent qu'elles peuvent être actrices dans tout ce qui est gestion de conflits, dans tout ce qui est éducation et inculcation des valeurs, on pourra susciter une prochaine génération qui pourra contribuer à la paix et la sécurité. En ce qui concerne la gestion de conflits, 2024, nous nous sommes plus focalisés sur l'organisation d'ateliers qu'on a appelés ateliers d'impact. Ces ateliers visent à outiller des centaines de jeunes femmes en ce qui concerne la désinformation, l'information, les réformes politiques qui se passent actuellement au pays, la gouvernance endogène, la prévention de conflits. Donc nous organisons comme ça des ateliers où des experts, des professionnels les aident à comprendre comment elles peuvent contribuer dans ce processus de paix et de sécurité. À travers notre atelier d'impact de 2024, on a pu créer un réseau d'environ 250 à 300 jeunes femmes. Et dans ce réseau, nous discutons de ce qui se passe dans la société. Nous informons ces jeunes femmes-là et nous mettons en place des actions. Des actions qui ont permis de régler des conflits latents. De tous âges, les initiatives pullulent. Il faut ramener le pays sur le chemin de la paix, faire du Burkina un lieu où il fait bon vivre. Et pour cela, la femme doit jouer un rôle central selon Latifatou Bambara, présidente de l'initiative Tikri pour la paix. Nous sommes convaincus que c'est grâce au dialogue que nous allons pouvoir apporter un changement. Donc l'essentiel vraiment de nos activités, c'est d'organiser, c'est-à-dire des sessions de dialogue inter- et intragénérationnelles entre les jeunes. Et ils parlent également avec leurs aînés. Nous sommes également convaincus qu'il faut travailler avec les jeunes, parce que c'est eux qui sont l'avenir de demain. Notre objectif, c'est de faire en sorte que la paix soit une attitude dans les habitudes de tous les Burkinabés, afin qu'on puisse comprendre que sans paix, nous ne pouvons rien. Que ce soit à Ouagadougou, Koudougou ou dans bien d'autres localités dans des zones à risque, les femmes continuent leur lutte pour pacifier un Burkina meurtri depuis plusieurs années par les affres du terrorisme. Le
Merci beaucoup Gildas Da pour ce reportage. Gildas Da est l'un de nos correspondants au Burkina Faso et c'est avec ce reportage que nous mettons un terme à cette édition de Focus Sahel. Merci à notre public qui nous a accompagnés dans ce voyage. Merci également à notre invité Sadibou Maron qui a partagé avec nous son expertise et son point de vue sur la liberté de la presse au Tchad et je tiens particulièrement à remercier nos différents correspondants, notamment André Cote-Madingar au Tchad et Gildas Da qu'on vient d'écouter au Burkina Faso. Mohamedou Oumfa à ce micro. Merci à Joselle Morissin et Trésor Matondo qui ont réalisé la production de cette émission. Merci d'avoir écouté et regardé Focus Sahel. À très bientôt. C'était Focus Sahel. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers l'une des régions les plus complexes de la planète. Vos points de vue, vos défis, vos récits et vos contributions sont les bienvenus. Laissez-nous vos commentaires sur voaafrique.com